d'histoire de la région de Terrebonne. Aujourd'hui, on procède au lancement du journal d'un loyal dans la campagne canadienne, de Jean-René Thuot. Jean Thuot ou Thuot, chez vous? On dit Tuat, mais j'ai su que Thuot. c'était jamais. On prononce le T en théorie. Non, c'est correct, j'ai des Thuot dans ma famille, fait que ça me va bien. Fait que c'est ça, fait que la façon qu'on va procéder aujourd'hui, je vais demander aux gens de conserver leur caméra ouverte s'ils le désirent, mais par contre, garder les micros fermés le temps de la présentation. Donc, si vous avez des questions à poser, peut-être attendre à la suite une période de questions. Si vous avez peur de la perdre, là, dans le bas de votre écran, là, vous avez un petit icône là, de discussion, de chat. À ce moment-là, vous pouvez inscrire votre question à cet endroit-là. Puis Caroline Moïse là, pour la poser pour vous à la toute fin. Fait que je cède la parole à Claude Louin, qui est président là, historien de la Société d'histoire de la région de Terrebonne. Je vois la parole, Claude. Merci. Alors, j'ai rencontré pour la première fois Jean-René en octobre 2010. Ça fait un bail. Et ensuite, on s'est recroisés lors d'une conférence que je donnais à l'école Jean de La Fontaine à Lachenay sur le marchand Gilles Lecourt, pardon. Et on a eu une conversation par la suite, nos intérêts, et ainsi de suite. C'est la première fois que je rencontrais Jean-René. Et je pense que aussi, c'était la première fois qu'il me rencontrait. Vice-versa, ça fonctionne toujours bien. Et par la suite, on a entretenu des communications, fait des échanges, parlé un peu d'histoire. Et à un moment donné, on a parlé du journal de Séguin, que je connaissais déjà pour y avoir jeté un œil et lu certains extraits. Et Jean-René m'a dit qu'il travaillait sur ce document-là, qu'il avait comme projet d'éditer, d'annoter et éventuellement de publier un bouquin là-dessus. Mais ça en est resté comme ça. La vie étant ce qu'elle est, on n'a pas continué nos conversations plus qu'il faut. De temps en temps, Jean-René m'envoyait des courriels, me demandait des informations sur tel bâtiment, tel personnage. Et ça me faisait toujours un plaisir de lui envoyer des informations. Et tout à coup, un certain mois d'août, j'ai reçu un courriel qui commençait comme ceci: 23 août 2010 à 13h48. Bonjour Claude. J'espère que tes recherches avancent comme tu veux. De mon côté, je viens d'entrer en poste à l'Université du Québec à Rimouski, avec beaucoup de pain sur la planche, comme tu peux t'en douter. Mais je continue toutefois à avancer dans mes projets. J'ai terminé la transcription du journal de François Hyacinthe-Séguin. Je compte bien le publier. J'ai quelques options devant moi à cet effet. Serais-tu intéressé à me donner un coup de main pour certains aspects du travail à peaufiner? À toi, JR. J'ai eu comme, je dirais pas un choc, mais j'ai eu comme une surprise bien sentie. Et le même jour, 23 août 2010, toujours, à 14h10, bonjour Jean-René, il faudrait m'expliquer ce que tu attends de moi, dans quelles conditions cela se réalisera. Il y a sûrement un échéancier. Bref, j'ai besoin de plus de détails avant de m'engager, Claude. 24 août 2010, 10h59 le matin. Bon matin, Claude. L'échéancier n'est pas serré. Essentiellement, je vois ceci dans ma boule de cristal. Relecture du texte, révision, des références à des actes notariés qui nous renseignent sur le parcours de François Hyacinthe-Séguin, contrat de mariage, donation, vente de lots importants, etc. Par exemple, si l'un de ces actes nous permet d'identifier avec assez de précision le lieu d'habitation du notaire, sa rue ou son emplacement, ce serait bien. Question de mettre de la chair autour de l'os. 24 août 2010, 14h53. Pas de problème. Envoie-moi ton texte quand tu veux. Je vais m'atteler à cela à travers le reste. J'ai des pistes intéressantes pour couvrir tes os, du moins en partie. À l'édition, mon nom paraîtra-t-il quelque part? La SHRT pourrait publier à la demande et demander à la FSHQ d'en faire la promotion par et sur Histoire Québec.
mais tu as sûrement déjà prévu le coup dans l'édition de la publication. Je ne fais que sonder le terrain. Ciao, Claude. Et c'est ainsi que commençait la belle aventure du journal de Séguin. Notre collaboration, notre contribution, notre complicité s'est développée, une amitié s'est développée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très fiers, lui et moi, et probablement M. Stimard aussi, qui a contribué au livre, du résultat. Et cette collaboration a fait en sorte qu'on a peut-être d'autres projets pour l'avenir. Jean-René, à toi Oui. la rondelle. Mais là, je suis presque déçu parce que là, tu as révélé. T'es sûr que tu t'es pas trompé dans les dates? C'était pas 2018? Tu as dit 2010. Là, tu viens de révéler que ça fait longtemps que ça dure. Ah, ben oui, mais ça a été merveilleux. Il y a eu toutes sortes il y a les incidents de la vie qui ont fait en sorte qu'on a reporté à plusieurs occasions. Oui, spontanément. Je pense que j'ai été plus que la mouche du coche. À certaines occasions, je t'ai rappelé que si tu voulais encore ma contribution, il fallait que tu t'y remettes parce que moi, mes jours, j'en ai moins en avant qu'en arrière. Alors, il était temps qu'on aboutisse quelque part. Puis je pense que ça t'a fouetté un peu. Oui, bien effectivement, on a officiellement ouvert la machine en 2017-2018, mais le processus étant ce qu'il est, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais toujours est-il qu'effectivement, merci de souligner notre relation dans le long terme, ça a été un plaisir, puis ça l'est toujours encore aujourd'hui. Merci à tous d'être là aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on se voit en personne, mais bon, on va se reprendre, je l'espère. Donc, le but aujourd'hui, c'était de vous faire goûter un peu ces gains qui sont neufs. Donc, je vous proposais, dans un premier temps, de vous présenter en quelques minutes la genèse de l'ouvrage, avant de partager avec vous quelques extraits, je ne dirais pas les mieux choisis, mais en tout cas quelques extraits qui m'apparaissent significatifs pour que vous compreniez un peu le personnage. Puis après, on pourra discuter. Vous comprenez que ça va être un peu aérien comme présentation, mais le but, c'est de vous initier au personnage. Donc, le produit, qu'est-ce que cet ouvrage? Donc, le gemme de l'idée, comme le soulignait tout à l'heure Claude, c'était effectivement tout simplement au point de départ une édition critique. Donc, faire connaître tout simplement au grand public ce document-là. C'était le point de départ. Mais au fil de la transcription, je me suis aperçu que l'historien allait finalement prendre un petit peu plus d'importance, l'interprétation allait prendre plus de place que prévu, puis ça a été heureux comme ça. Donc, le manuscrit en tant que tel, l'original, il est présenté souvent comme un journal, puis d'ailleurs, c'est le titre aussi là, de l'ouvrage, mais c'est davantage un carnet de notes qu'un journal. On pourrait ajouter d'ailleurs que c'est un carnet de notes qui est un peu singulier parce que il est un peu tout mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des sujets très, très divers. La longueur des notes varie beaucoup, puis le ton, des fois, d'une note à l'autre change abruptement. Il passe un peu du coq à l'âne. Cette forme singulière-là, elle pouvait être repoussante au point de départ, mais c'est pas ça qu'elle a freiné l'entreprise, certainement. Pourquoi? Parce que ben, l'édition des journaux personnels concernant le régime britannique concerne surtout des hommes politiques d'envergure coloniale, donc Sanguinet, Vigée, Papineau, qui proviennent de milieux urbains. Donc là, on se retrouvait entre les mains avec un journal, celui de Séguin, qui offre la vue d'un petit notable de milieu rural, un fils de cultivateur, avec un point de vue sur les réalités sociales et politiques, mais à la fois local, régional et colonial. On avait les trois niveaux là-dedans. Donc, ça faisait le lien entre la petite et la grande histoire. Donc, juste pour ça, en partant, ça valait la peine d'attaquer ce document-là d'une centaine de pages, puis de le transcrire au complet, puis de lui donner la vie qu'il méritait en quelque sorte. Mais l'essence précieuse du journal de Séguin, elle devait être extraite en quelque sorte patiemment à cause de la forme particulière du manuscrit. Donc, juste pour vous faire une petite métaphore, donc les historiens, souvent, on travaille à partir d'une thèse, puis on va chercher sa matérialisation dans une série d'exemples pour montrer la thèse. La démarche, en quelque sorte, ici, était comme un petit peu inversée. Pourquoi? Parce que le manuscrit de Séguin, il offrait déjà toutes les anecdotes à la clé, mais il fallait les ordonner dans un tout cohérent. C'est comme si on fonctionnait un peu à l'envers. Donc, ce que ça a voulu dire, en somme, c'est qu'une fois la transcription terminée,
ben, il a fallu définir des blocs thématiques qui permettraient d'interpeller différents pans d'historiographie et de rendre ça signifiant. Donc, le traitement en bloc thématique a imposé, dans le fond, une remise en ordre complète de l'ensemble des notes du cahier de Séguin. Puis, ça a généré un classement en 7 chapitres qui ne respectait pas du tout l'ordre de défilement original du journal, qui avait été écrit entre 1831 et 1834. C'est ce qu'a imposé la réflexion sur la transcription. On a été chanceux parce que l'éditeur de la collection L'Archive littéraire aux presses de l'Université Laval, en l'occurrence Sébastien Côté, il a complètement cautionné ce modèle-là. Il a été d'accord très rapidement. Donc, ce qui fait que cet ouvrage-là a une première partie où on a le manuscrit qui est modernisé, donc avec la langue qui est ajustée pour que ce soit plus aisé à lire, avec des textes de présentation en 7 chapitres. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie du livre, là, on a le manuscrit original avec l'ordre de défilement original en mode, ce qu'on appelle dans le jargon, transcription diplomatique brute, c'est-à-dire sans aucune intervention avec les fautes d'orthographe de la langue de l'époque. Puis on s'est accordé pour garder ça là en deuxième partie. Pourquoi? Parce que pour le plus grand plaisir des linguistes, des ethnologues, des littéraires, des historiens qui ont un intérêt singulier pour la langue. Donc, on a vraiment comme un ouvrage qui est bicéphale. J'en suis très content. Ce travail d'analyse-là a été supporté par 2 collaborateurs, comme Claude l'a évoqué. Donc, Claude lui-même, pour qui Terrebonne n'a absolument plus aucun secret, qui a apporté une touche particulière justement aux biographies, qui a relu et qui a commenté l'ensemble. On a eu des discussions très enrichissantes sur l'époque bas-canadienne, parce que Claude est comme moi un historien de l'époque bas-canadienne. Et aussi l'apport du philosophe Jean-Claude Simard, avec qui j'ai interagi tout à l'heure avant qu'on démarre. Jean-Claude, que j'ai connu à Rimouski, à l'époque où il était encore à Rimouski, comme enseignant à l'Université du Québec à Rimouski, qui a un intérêt particulier, une spécialité particulière pour l'histoire des sciences. Donc, j'ai demandé de rédiger l'introduction du chapitre 6 sur les 7 chapitres, qui parle de la culture scientifique du notaire. Donc, j'en profite pour vous remercier tous les deux, Claude et Jean-Claude, pour votre collaboration et votre patience exemplaire, parce que l'édition comme telle, on le sait tous, des fois, c'est très, très long, puis les universitaires, on est tout le temps en train de dire ça s'en vient, puis on n'accouche jamais. Fait que ça a été long. Merci pour votre patience. Donc, trêve de présentation pour la genèse. Je vous donne une petite fenêtre maintenant sur le contenu. Donc, Séguin et son œuvre. Donc, ce qu'il faut comprendre lorsque vous amorcez la lecture de ce journal-là, c'est qu'il faut savoir ceci à propos de Séguin. Donc, c'est un personnage qui est fondamentalement solitaire. Son écriture laisse deviner un homme qui est austère, qui est peut-être un peu même soupe au lait, à l'esprit très critique et aussi assez discret, voire secret. Donc, ainsi, il n'y a rien de surprenant à constater que le premier chapitre de l'ouvrage, qui regroupe les notes ayant trait à son intimité et à ses proches, ce n'est pas le plus volumineux, évidemment. Donc, le journal nous apprend peu de choses sur les sentiments profonds et les détails intimes de la vie privée de Séguin. Son monde social, il est d'ailleurs restreint. Il n'y a pas d'enfants. On aurait pu s'attendre à ce qu'il discourt un peu plus bavard, peut-être sur son épouse, mais pas vraiment. Il va réserver la plus grande partie des commentaires plus personnels à la famille de son unique sœur, qui habite à côté de lui au village. Mais pourtant, s'il avait voulu aborder des volets plus personnels de son être, de ses sentiments, il aurait pu le faire parce que l'actualité ne manquait pas de raison de s'émouvoir à l'époque. Le notaire, je vous le rappelle, noircissait son calepin à l'époque où il y a une épidémie de choléra qui faisait rage dans les campagnes bas-canadiennes. Donc, il y a de quoi s'émouvoir. Donc, son cercle personnel va être d'ailleurs touché de près par l'épidémie. Donc, c'est vraiment des circonstances actuellement. Donc, il raconte en ces termes, avec peine, le décès d'un de ses proches amis. Donc, je cite, « Par une faveur qui ne m'était certainement pas due et qui doit exciter ma plus vive reconnaissance, ma famille, à très peu d'exceptions près, a été préservée jusqu'à présent de la maladie qui répand partout la terreur et l'espoir. Mais en ce jour, j'ai à déplorer la perte d'un ami d'enfance avec lequel j'eus toujours des relations étroites. J'allude à Toussaint Limoges, donc aller au corps, j'allude, dont la mort est arrivée ce soir après 6 heures de la maladie. Il était âgé de 44 ans et fut fait notaire en 1811. Nonobstant l'estime que je lui portais, la vérité me fait un devoir de mentionner que ses talents étaient des plus bornés et que sa réception comme notaire n'a jamais fait honneur à ceux qui l'ont admis. Il rampa constamment dans la carrière du droit et de la pratique,
tellement que l'on ne peut attribuer le peu d'emplois qu'il eut dans cette profession qu'à l'ignorance des gens et sa grande familiarité avec eux. Comme homme privé, son intelligence était également bornée, mais sa bonhomie et un grand fond d'honnêteté lui valaient l'estime générale des personnes de l'emploi. Fin de la citation. Donc, si l'extrait suivant vous rappelle l'émoi qu'a pu causer le choléra, il rend explicite quelques-uns des traits, vous en conviendrez, assez caractéristiques de la plume de François-Hyacinthe Séguin. C'est-à-dire que c'est une plume qui est à la fois directe, qui est incisive et qui est honnête, voire même sans pitié, et ce, même avec ses amis proches. Je vous rappelle que cet individu-là, Limoges, c'est un ami intime proche. Donc, vous voyez, il n'y a pas de quartier. Donc, on arrive avec le second chapitre. Le second chapitre de l'ouvrage est consacré à la vie communautaire. Donc, il permet d'apprécier là où Séguin excelle peut-être le mieux, c'est-à-dire dans ses observations absolument méthodiques de l'autre. Donc, son véhicule préféré, la notice nécrologique. Il l'utilise pour tracer le portrait de ses contemporains. Le plus souvent, il va avoir des points d'humour aussi qui versent dans l'ironie, dans le sarcasme. C'est amusant à lire. Donc, mais derrière ce procédé-là, en apparence simple, la plume de Séguin donne à voir une toute autre trame. Si on met bout à bout chacune des notices nécrologiques, ces mini-biographies-là permettent, dans le fond, d'esquisser une espèce de panorama des groupes sociaux et des relations complexes qui les lient entre eux. Donc, sa chronique va embrasser un échantillon très large d'individus de toutes conditions et statuts, hommes, femmes, enfants, riches, moins riches, connus ou parfaitement inconnus. Donc, François-Hyacinthe Séguin trace un portrait tout en contraste de cette société rurale-là, une société que je qualifie des ordres où l'honneur et la respectabilité configurent les rapports sociaux. Et c'est ce qui permet, en bout de ligne, justement, un dialogue avec les modèles d'organisation des sociétés préindustrielles qui ont été élaborés par les historiens jusqu'à ce jour. On a vraiment là de la matière pour tester les modèles. Donc, Séguin, il trouve toujours un angle original pour faire valoir les mérites ou les ratés des personnages qui tombent entre les mains. Donc, la pauvreté le préoccupe. Je le cite. La veuve Gibault est morte aujourd'hui à l'âge d'environ 86 ans. Cette femme a toujours été extrêmement pauvre, mais elle était honnête et méritait d'être assistée. Jusqu'à ces dernières années, elle pourvoyait à une partie de sa subsistance, à savoir l'été au moyen de son trafic de balais et de fruits, et l'hiver par une quête assez abondante qu'elle ne manquait pas de faire la veille du jour de l'an en chantant le guignol. Fin de la citation. Il y a une autre chose qui obsède aussi Séguin, c'est la question du patrimoine foncier. Ça fait partie de ses intérêts. Comme lorsqu'il questionne justement la gestion carrément des trépassés dans son journal. Je cite, « Deux personnes, également âgées d'environ 68 ans, sont mortes aujourd'hui du choléra après quelques heures de souffrance, à savoir Joseph Mathieu et Jean-Baptiste Trudel. Le premier était bien connu sous le nom de Frisé Mathieu. C'était ce qu'on appelle communément un vive-la-joie. Et quoi qu'il lui dépensait son patrimoine à boire, sa maxime favorite fut toujours « N'achetons pas de terre parce que cela fait de la boue quand il mouille. » Fin de la citation. Donc, le troisième chapitre du journal de Séguin nous fait ensuite entrer dans les dynamiques de pouvoir local, par l'entremise d'une exploration des enjeux des institutions du temps. Encore une fois, son journal donne vie en quelque sorte aux structures de pouvoir qui sont décrites par les historiens actuels quand ils se penchent sur le monde bas canadien. Donc, le notaire va aborder notamment la délicate question de la compétence des syndics scolaires. Les syndics scolaires, c'est un peu comme les commissaires scolaires avant l'heure, en prenant à partie les individus élus à ses charges dans son village. Je le cite. « Je mentionnerai qu'aujourd'hui a été procédé à une élection de syndic pour l'école française de ce village. On rapporte que l'Assemblée était assez nombreuse et que messieurs François Coiteux, Antoine Dumas et Pierre Auger ont été élus sans opposition. Au risque de me trouver seul contraire aux délibérations de cette Assemblée, il me semble que pour être pourvu de cette charge, il ne suffit pas d'être honnête et vivre dans une certaine aisance, ainsi que le sont les messieurs susmentionnés, mais qu'il faut y ajouter certaines connaissances littéraires que la nature des choses semble exiger tout naturellement. Or, dans le cas présent, le résultat de cette élection est tel qu'un jour viendra peut-être où on se rappellera avec étonnement qu'en un des plus opulents villages de la province, sur 3 syndics d'école que ses citoyens émirent ainsi unanimement, le second était en quelque sorte obligé d'épeler en signant son nom et que le troisième ne connaissait ni A ni B. Fin de la citation.
Donc, les dysfonctionnements du système électif étaient une des obsessions de Séguin, vous l'avez deviné. Donc, ce qui interprète, selon lui, comme des dérapages de la démocratie, sont également au cœur de son chapitre suivant, le chapitre 4, où Séguin va mettre à plat ses réflexions, cette fois-ci, sur la politique coloniale. Donc, ça va être ses récriminations à l'égard de la monarchie parlementaire qui a été instaurée en 1791, qui vont être au cœur vraiment de son propos dans ce chapitre 4. Donc, c'est ici que va être exploré notamment de manière systématique le loyalisme de Séguin dans ce début des années 30, qui sont tourmentés, comme vous le savez, par les mouvements de révolte dans les colonies britanniques. L'historiographie des rébellions bas-canadiennes va être spécialement interpellée dans ce chapitre-là. Donc, chez Séguin, c'est pas compliqué, le concept de liberté s'arrête littéralement au mur de l'État et de l'Église. Rien de surprenant à le voir dénoncer avec vigueur, évidemment, toutes les initiatives du Parti patriote de l'époque. Il va tourner, par exemple, en ridicule la parade organisée en l'honneur de Ludger Duvernay et de Daniel Tracy en 1832, donc des sympathisants du Parti patriote, au lendemain de leur libération de prison pour diffamation à l'égard du gouvernement colonial. Donc, attachez votre sucre, je vous lis un extrait de ce passage savoureux. Plusieurs citoyens de Montréal ont rendu hier à 2 individus un genre d'hommage bien propre à rappeler ces anciens temps où la République romaine décernait à ses généraux les honneurs du triomphe pour les récompenses de quelques victoires signalées qu'ils venaient de remporter sur l'ennemi. J'allude à la cérémonie pompeuse qui a accompagné le retour de M. Ludger Duvernay et Daniel Tracy après quelque temps d'absence. Il est vrai qu'on ne voyait aucune dépouille ni aucun captif marcher enchaîné devant le char. Mais en revanche, on s'était efforcé d'y suppléer par une foule d'étendards magnifiques ornés d'inscriptions adaptées à la circonstance. Quelques critiques ont pu remarquer encore une autre dissemblance entre ce triomphe et celui de ces anciens romans, c'est-à-dire le manque de cet auguste et majestueux habit du triomphe, dont ces derniers ne manquaient pas de se revêtir en telle occasion. En effet, nos deux triomphateurs modernes en étaient tellement dépourvus que quelques-uns assurent que l'un d'eux, c'est-à-dire M. Tracy, en était encore affublé de la paire de culottes qu'un de ses amis s'était vu forcé de lui prêter à son départ de Montréal. Jetons maintenant un coup d'œil sur tout ce fatras et voyons si tant d'honneur était vraiment acquis à ceux à qui on les décernait. Le bon ordre veut que dans chaque société, il y ait une autorité quelconque d'où doivent découler toutes les grâces. Mais pour les distribuer avec discernement, il faut qu'elles soient revêtues du pouvoir de juger du mérite ou du démérite des personnes et des choses. Or, dans le calcul actuel, qui a décerné ce fameux triomphe aux deux messieurs en question? Est-ce le gouvernement ou le peuple en masse? Point du tout. Fin de la citation. Donc, en même temps, vous voyez qu'il est opposé aux initiatives patriotes, visiblement, mais Séguin, ce n'est pas un espèce de sbire du pouvoir colonial qui va obéir aveuglément aux directives du parti bureaucrate du temps. Ce n'est pas exactement ça. Donc, le notaire, il est d'abord loyal à quoi? Il est loyal aux valeurs d'anciens régimes, d'abord et avant tout. Ces valeurs-là puisent leur sens dans une espèce d'ordre naturel où seuls les plus outillés devraient participer à incliner le sens du fonctionnement de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éducation puis la spiritualité bien ordonnée vont être au nombre de ces outils déterminants pour Séguin, au sujet desquels il va discourir abondamment dans son carnet. Le 5e chapitre va nous offrir un échantillon de la pensée éducative de Séguin. Séguin qui est, il ne faut pas l'oublier, un homme cultivé, un érudit, qui est propriétaire d'une importante bibliothèque. Donc, pour le notaire de Terrebonne, une société ordonnée, elle doit endosser le projet d'un système scolaire confessionnel. Je le cite. Dans un pays où à peu près les 9/10 de la population professe le catholicisme, je pose en principe que l'objet d'une école dans nos campagnes ne doit pas se borner à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, mais doit s'étendre à inculquer aux élèves les principes élémentaires de la religion et à leur en inspirer le goût. Fin de la citation. Donc, Séguin voit l'Église catholique comme une alliée naturelle dans cette entreprise éducative-là. Il va sermonner tous ceux qui vont tenter de mettre à mal le pouvoir de l'Église. Donc, lorsqu'il va être suggéré, par exemple, par les élus de la Chambre d'Assemblée de retirer à l'Église l'enregistrement des actes de l'État civil,
Séguin va alors brandir, de manière absolument prémonitoire, parce qu'on est en 1832, le spectre de la Révolution. Oh, et je le cite, en France, on préluda la Révolution de 1789 par décrier le clergé et lui faire perdre l'influence qu'il doit avoir dans l'esprit des peuples. Voudrait-on révolutionner en Canada? C'est ce que le temps découvrira. Donc, on est en 32. Donc, il y avait effectivement une certaine intuition. Donc, si le regard de Séguin sur ses contemporains est souvent cynique et dur, il va adopter un ton tout autre lorsqu'il va commenter les réalités naturelles qui l'entourent. Le chapitre 6, qui nous fait découvrir ses observations sur le monde physique et sur sa culture scientifique, montre ainsi un autre homme, un homme qui est capable de s'émerveiller. Donc, c'est là qu'entre en scène Jean-Claude Simard, spécialiste de l'histoire des sciences, qui a interprété les remarques de Séguin comme ayant nécessairement été influencé par le mouvement rationaliste hérité du siècle des Lumières. Donc, le mouvement rationaliste, le mouvement d'idées en vertu duquel le progrès et l'avancement de la société passe par une observation raisonnée de l'environnement, primat de la science sur la croyance. C'est bien important. Donc, Séguin va ainsi décrire plusieurs phénomènes naturels avec l'esprit du scientifique érudit. Je vais vous donner l'exemple ici des aurores boréales qui font partie des choses qui l'émerveillent et pour lesquelles il va vraiment prendre le temps de faire des belles entrées dans son journal. Je le cite, « Quoique les aurores boréales soient assez fréquentes dans ce pays, la soirée d'hier en offrait une d'une nature extraordinaire et bien digne d'admiration. Vers 9 heures, parut un peu au sud de nous un nuage lumineux sous la forme d'une barre extrêmement régulière qui s'étendait du nord-ouest au sud-est et comprenait presque tout l'horizon. Du centre de cette barre sortit, environ une demi-heure après, un autre nuage encore beaucoup plus lumineux qui, en peu d'instants, acquit la forme d'une couronne d'une beauté singulière par la variété de ses couleurs et par la régularité de ses rayons. Il semblait que le vert, le jaune doré et le pourpre étalaient toute leur magnificence pour colorer avec symétrie ce superbe météore qui réunissait enfin tout ce qui peut charmer l'œil de l'observateur et arracher l'admiration du plus indifférent. » Fin de la citation. Donc enfin, je termine avec le 7e chapitre thématique qui explore le rapport à la mort de Séguin, dans un contexte singulier qui est celui des dramatiques épidémies de choléra, je vous le rappelle. Il va en sortir de ce contexte-là, dans son écriture, une préoccupation constante chez le notaire pour la mort, une préoccupation qui va se répercuter dans des réflexions sur le caractère imprévisible souvent de la mort. Et c'est là que le notaire va mesurer un peu les limites de la science, quand il va s'apercevoir que la science médicale ne peut pas expliquer ce qui se passe complètement. Tiens donc, clin d'œil à l'actualité. Donc, dans ce contexte-là où la mort va faucher sans préavis, presque au hasard, la mort planifiée possède en contrepartie quelque chose de réconfortant pour Séguin. Qu'est-ce que j'entends par là? Cette mort prévisible, c'est celle prononcée par le bras de la justice criminelle aux accents d'Ancien Régime, qui subsistent encore dans la colonie canadienne à l'époque. Donc, le notaire va la mettre en scène avec une certaine forme de satisfaction, dans un contexte en plus où il y avait des débats au sujet de la peine de mort, déjà, qui animaient les forums politiques libéraux à l'époque. Donc, le parti pris de Séguin, c'est-à-dire celui de la justice punitive, apparaît en droite ligne avec les réactionnaires de son temps, à contre-courant des révolutions libérales atlantiques, bien évidemment. Donc, voici d'ailleurs, je vous livre sa description d'une mise à mort à laquelle il va assister à Montréal en 1833, alors qu'il y avait encore des pendaisons publiques. Je vous le lis. « J'assistais hier à l'exécution d'Adolphus Dewey, convaincu du meurtre de sa femme au printemps dernier. Dès 9 heures, une foule immense s'était rendue sur le champ de Mars pour être témoin du spectacle. Et à 9h30, la cloche de la prison annonça aux patients qu'il n'avait plus que quelques moments à vivre. Enfin, à 10h15, ce malheureux parut sur l'échafaud accompagné de M. Denis, son confesseur, et, ayant la corde au cou, la tête découverte et les mains liées derrière le dos par une bande de cuir bouclée. Il était en souliers et vêtu très proprement. Ses habits consistaient en une paire de pantalons noirs et un surtout de même couleur.
qui parut avoir été fait pour la circonstance, en ce qu'au lieu de boutons, le devant était retenu par plusieurs boucles de ruban noir. Le collet de sa chemise était rabattu comme de raison sur ses épaules, et sa blancheur contrastait d'une manière frappante avec le reste de ses habits. Arrivé ainsi sur l'échafaud, il s'agenouilla d'abord et fit une courte prière, puis harangua avec une voix forte les spectateurs dans les deux langues. Il se tourna ensuite vers quelqu'un qui l'affubla d'un bonnet brun de laine tricotée lâchement qui lui descendait jusqu'au menton. Il fit quelques pas en arrière pour se placer sur la trappe. Il fut aussitôt lancé dans l'éternité et parut souffrir l'espace d'une couple de minutes. Quoiqu'il ait fait preuve de courage et de résignation, l'atrocité de son crime paraissait encore présente à l'esprit des spectateurs et chacun l'a vu partir sans regret. Fin de la citation. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qui ressort de ce portrait-là à grande vitesse de l'œuvre de Séguin? Ben, c'est une curieuse composition quand même. Donc, on a là un Canadien français, fils de cultivateur, qui mène une carrière de notaire dans la paroisse rurale qui l'a vu naître, qui embrasse une vision résolument conservatrice des rapports politiques et encore des populations. Donc, loyal aux autorités monarchiques et religieuses, il endosse en bonne partie les vues d'un État justicier, en plus d'être profondément croyant. Mais il est en même temps un esprit rationaliste qui est bien de son époque, un lecteur des défenseurs des Lumières, comme Voltaire. Proche des élites bourgeoises anglophones de Terrebonne, il fraye aussi avec une figure patriote notoire de son milieu, donc par le truchement à la fois de ses réseaux familiaux et ses réseaux de sociabilité particuliers. Donc, dans le fond, on peut en bout de ligne, dans le fond, que remercier François-Hyacinthe Séguin d'avoir laissé en héritage des traces d'une telle richesse, qui force les historiens à diversifier leur lecture de ce monde rural bas canadien, somme toute assez complexe. Donc, merci. Merci, Jean-René. Alors, évidemment, un lancement, ça va toujours avec la vente de livres et les dédicaces de l'auteur. On est en pandémie, chacun chez soi. On n'a pas le livre, puis l'auteur, il ne peut pas le faire à distance. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ça va lui faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, je vous invite, vous recevrez sous peu un sondage de satisfaction de l'événement. Et aussi, vous aurez un lien pour vous procurer le livre aux presses Université de Laval par par télécommande. Alors, Je tiens à souligner aussi que Claude m'avait mentionné de ne pas faire plus de 20 minutes, fait que j'ai tenté de condenser et de vous livrer juste un petit bijou de chacun des chefs. ouais, pour permettre aux gens de poser des questions, puis de voir jusqu'à quel point Séguin était un personnage assez à la fois énigmatique et très, 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 très passionnant. Si je peux me permettre, peut-être, je ne sais pas si Jean-Claude avait un mot à dire complémentaire par rapport à ce que j'ai soulevé de Séguin, parce que Jean-Claude Simard a eu l'occasion d'accéder à une partie du matériel, en fait à la totalité du matériel de Séguin pour être capable de bien cerner le personnage. Il a évidemment fouillé Jean-Claude dans l'inventaire après décès de Séguin, où on a la liste complète des livres de sa bibliothèque, ce qui a aidé Jean-Claude à réfléchir. Je ne sais pas si Jean-Claude, tu voulais compléter par des observations un peu sur Séguin. Oh, tu me prends un peu au dépourvu, Jean-René. Mais ce que tu as dit me semble tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il faut le situer dans le cadre du mouvement rationaliste du 18e siècle. Et c'est quelqu'un qui se pique d'avoir une certaine culture scientifique. Et je pense que ça participe à l'image du personnage. C'est quelqu'un qui, sans être un intellectuel patenté, parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de véritable scientifique dans la colonie, sans être un intellectuel patenté, je pense que c'est quelqu'un qui a des prétentions scientifiques. Je ne sais pas s'il aurait pu faire carrière, je ne sais pas s'il y avait l'esprit et les connaissances nécessaires, mais en tout cas, c'est un filon chez lui qui est frappant.
Et les extraits que tu avais sélectionnés, que tu avais transmis pour que je les analyse, je les ai beaucoup appréciés parce qu'il y a là plein d'observations fines. Et comme tu as parfaitement pu le faire remarquer, on dirait qu'il abandonne son esprit caustique, là, son petit esprit un petit peu incisif. Et là, tout à coup, il s'émerveille de plein de phénomènes. Il s'interroge sur pourquoi la foudre a frappé sur l'église du village. Il s'interroge sur la disparition éventuelle de la tour. Il y a un côté très curieux et, comment je dirais, passionné, je pense, par les phénomènes naturels. Alors, c'est ce que je retiendrai rapidement, là. À brûle-pourpoint. Oui, puis tu as soulevé aussi rapidement dans le début de ton intervention la question de l'éducation de Séguin. Ça, je pense que ça, si je peux juste dire un petit mot là-dessus, rapidement, c'est juste de souligner qu'on n'a trouvé absolument aucune trace, Claude et moi, dans les recherches qu'on a faites sur la nature exacte de la formation de Séguin. Donc, il n'a pas laissé, en théorie, il n'a pas posé le pied dans un collège classique. Peut-être qu'il l'a fait, parce que je sais que des fois, dans les registres du Collège de Montréal, il y en avait qui le fréquentaient, mais qui n'étaient pas au registre, mais il a eu probablement, justement, bénéficié des services d'un précepteur à la maison ou peut-être d'un curé. Donc, il s'est instruit un peu sur le temps, mais il maîtrisait quand même, il avait une bibliothèque impressionnante, puis il cite les auteurs classiques dans son journal, il s'amuse, on sent qu'il y a une érudition. Mais ça vient d'où tout ça, puis comment il a été formé comme tel, ça, c'est pas clair. Tu n'as pas parlé de son gros cahier de transcription de lettres qu'on dit d'affaires, mais je ne l'ai pas évidemment en mémoire, mais il me semble qu'à l'intérieur de ses commentaires, de ses lettres, si je me souviens bien, il passe aussi des commentaires sur le système d'éducation, l'importance du Collège d'Assomption, du Collège de Sainte-Thérèse. Il a des liens, à moins que je me trompe, là, que c'était dans son journal, mais il a des liens aussi avec le supérieur du Collège de Sainte-Thérèse. Il s'intéresse à l'éducation classique de ses protégés, pas de ses enfants, mais de son neveu et de jeunes protégés comme le petit Lémon et le fils de Gibbs, et ainsi de suite. Donc, il a cette préoccupation de l'éducation des enfants, mais il te parle très peu du système. Il est davantage centré sur les personnages, comme la qualité des enseignants, les remontrances qu'il va faire à Vervet, par exemple, à Terrebonne, comparativement à Valade. Il prend de haut, il prend les institutions. Oh, oui. Pas ça après l'autre. Il y aurait une question. Effectivement, oui. Ben, vous terminez, qu'est-ce que vous étiez en train de dire, là, puis je reviendrai avec la question. Son œuvre à Séguin, ça se limite à son journal. Il y a un cahier de lettres, c'est davantage des lettres d'affaires. On fait intervenir d'ailleurs ce cahier de lettres-là dans l'édition critique. On a été chercher les lettres qui permettaient d'éclairer son parcours. Il y a évidemment son œuvre de notaire en tant que tel. On a puisé des actes aussi là-dedans. Puis il y avait aussi il y a des bribes du journal de Valade, un autre notaire de Terrebonne, qui ont permis d'éclairer un peu certaines choses, mais juste une petite chose à souligner, c'est qu'il n'y a personne, on n'a trouvé personne qui a écrit sur Séguin et qui a pu nous en tracer le portrait. Donc, quand je vous dis que c'est un personnage discret, une espèce d'oublié de l'histoire, il n'était pas facile à cerner parce qu'aucun curé, aucun bourgeois, aucun marchand ne parle de lui. Donc, ça participe à l'opacité du personnage. Donc, et étrangement, le journal, puis on reviendra à la question, le journal de Séguin aux archives canadiennes est conservé dans la section immigration. C'est considéré comme un document ayant trait à l'immigration canadienne. Alors, c'est assez bizarre comme... Pardon? Petit problème de classement. C'est quelqu'un qui l'a échappé, je pense. Ça doit.
On y va pour les questions, Caroline? Oui, la question, dans le fond, a presque été répondue avec ce que vous venez de rajouter. C'est comment était la relation de Séguin avec le seigneur de son village? Mais si vous avez pas, il n'y a pas de document, rien. C'est-à-dire qu'on peut élaborer là-dessus, justement, c'est toujours par des documents indirects. Mais tu sais, on aurait aimé ça, par exemple, avoir une note de Fraser, de Mackenzie, de Mackenzie qui dirait, bon, il aurait mentionné, par exemple, on sait tous que M. Seguin est un ceci, est un cela, mais il n'y a pas de ça. Mais on sait qu'il est en lien avec les seigneurs, il travaille pour eux, il va faire le cadastre avec eux dans les années 1820. Il obtient des faveurs administratives à travers ces gens-là, parce que le seigneur de l'endroit, Mackenzie, est en lien évidemment avec les élites coloniales. Donc, quand vient le temps de nommer un juge de paix, comme par hasard, c'est Séguin qui devient juge de paix, donc il remercie bien haut, bien bas les seigneurs de l'endroit. Donc, il y a une relation tout à fait cordiale avec eux. Puis, comme l'a mentionné aussi tout à l'heure, l'a évoqué rapidement Claude, s'il donne du bonnet aux élites coloniales à travers les seigneurs, il va le faire aussi pour les élites catholiques, c'est-à-dire les élites religieuses. Il ne va pas tout le temps bien s'entendre avec les curés du village, mais il y a quelques amis bien placés, entre autres le curé Jean-Baptiste Germain, qui est un personnage singulier, qui a été un candidat dans l'ombre pour devenir évêque quand même de la région de Montréal. Donc, il y avait quand même des grosses têtes là, dans son réseau de correspondants. D'autres questions? Oui, c'est ça. C'est sûr que n'ayant pas lu le livre, c'est un peu difficile de soulever des interrogations, mais avec ce que vous avez entendu. Si je peux aussi me permettre peut-être un autre commentaire, je n'ai pas trop insisté là-dessus dans la Ça présentation. permettrait peut-être. Alors, excuse-moi, Claude, vas-y. Non, ça va. Je veux juste mentionner que je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus dans ma présentation parce que je voulais quand même insister sur la pensée de Séguin, comment il se situait par rapport à la société de son temps. Mais ceux qui veulent rentrer dans des considérations très, très concrètes, disons que Séguin ne recule devant rien. Donc, il va mettre en cause, il va aborder à la fois la pauvreté, il va aborder les problèmes sociaux, il va parler d'alcoolisme, il va parler d'handicapés, il va parler de la vie intime de certains des personnages. Puis c'était délicat parce qu'oubliez pas que Séguin, c'est un notaire et c'est un notaire prolifique. Il a une très grosse étude, il y a beaucoup de clients, mais en théorie, il est tenu au secret professionnel. Ce qui est dans l'étude reste dans l'étude. Donc, il faut qu'il fasse attention dans sa manière de gérer ses clients parce qu'il y a évidemment, il y a des gens plus humbles, puis il y a des gros bonnets. Donc, on a l'impression que là, le journal, ça lui permet un peu de se relâcher. Donc, il va se lâcher lousse un peu dans le journal, mais même s'il se laisse aller, il y a quand même une petite retenue. Je ne sais pas s'il s'est dit que pour la postérité, le journal allait tomber entre les mains de quelqu'un, mais on apprend quand même de l'information. Je pense que Claude qui est d'accord avec moi, c'est de l'information d'études. C'est du secret professionnel. C'est là qu'on voit toutes les relations entre les personnes, les rapports sociaux très hiérarchiques. On les sent passer à travers de ça. C'est très, très clair. Ça permet d'avoir une vue de l'intérieur de la société. On a vraiment accès aux officines du pouvoir avec ça. Clémence, tu avais une question? En fait, bon, d'accord. Moi, je me demandais qu'est-ce qui vous a valu le titre pour le livre là, de Loyal? Qu'est-ce qui fait en sorte, dans les écrits que vous avez lus, que vous le considérez comme un loyal? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Puis au point de départ, on était prêt avec le problème suivant avec le personnage de Seguin, c'est son journal était connu depuis longtemps. Puis il y avait un historien qui avait fait une notice biographique dans le Dictionnaire biographique du Canada où il servait dans le fond de son journal pour dire Séguin est un loyal parce qu'il critiquait le Parti patriote. Donc, il était étiqueté déjà comme un loyal. Donc, on a travaillé à partir de ça. Puis le but, c'était de dire, OK, on va aller à la rencontre de la preuve pour dire, OK, jusqu'à quel point il est loyal, cet individu-là.
Et finalement, ben, en grattant un peu, puis en regardant les autres ouvrages qui avaient été écrits sur les rébellions sur la rive nord de Montréal, ou à Terrebonne en l'occurrence, M. Lagrange aussi avait écrit, on s'est aperçu que les preuves pour dire que c'était un loyal à la couronne, ou c'est-à-dire on va dire un agissant du parti bureaucrate qui était contre le Parti patriote, étaient somme toute des preuves assez circonstancielles dans le public. Mais si on prenait pour acquis, par exemple, qu'il n'y a pas personne qui avait lu son journal, ben, il n'y a pas personne qui pouvait le savoir, c'est un loyal à l'époque, parce que ces remarques-là n'appartenaient qu'à lui seul. Il n'en faisait pas étalage dans le public. Donc, il y avait là un problème, en guillemets, épistémologique. On se dit, OK, mais là, comment on fait pour dire qu'il est loyal? Moi, je ne trouve aucun document où il a pris position publiquement. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu, en grattant, que finalement, dans sa pensée personnelle, il était plutôt réactionnaire, puis plutôt proche des pouvoirs traditionnels, qui étaient justement les seigneurs, l'Église, l'État. Mais à cause de sa position familiale, personnelle, puis de sa position socio-professionnelle dans la communauté, il était tenu à une certaine retenue. Parce que dans sa clientèle, il y avait des patriotes notoires, puis il y avait des loyaux. Donc, il ne voulait pas perdre sa clientèle, mais dans sa propre famille, il était coincé parce qu'il y avait des amis très proches, des parents, qui étaient sur les tribunes en avant, puis qui s'affichaient à côté de Papineau, alors qu'à côté, bien, il travaillait avec Mackenzie. Fait que là, c'était très, très délicat. Fait que sa stratégie, ça a été la neutralité. Donc, il a fait le dos rond, comme on dit. Il ne s'est pas servi de son titre de juge de paix, d'ailleurs, pour faire des arrestations. Il a fait le dos rond, puis il a serré les dents pour espérer que ça se termine. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était un bureaucrate fini? Non. À mon avis, non. Puis on ne peut pas dire du tout non plus que c'est un patriote quand on lit son journal. Mais en même temps, on sent de la sympathie dans certaines notes envers des patriotes qui sont aussi des amis. Donc, il est un peu coincé avec ça. C'est délicat. Donc, le loyal est un clin d'œil à l'historiographie qui l'a étiqueté loyal, mais en même temps, on s'intéresse à une forme de loyalisme envers des valeurs traditionnelles chez Séguin. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? À quel âge est-il mort? Il a eu une longue vie. Il a eu une longue vie. Il est né en 1787 et il est mort en 1847. Bon, quand même, ça lui donne quoi, 66, 60 à peu près? Oui. Puis il a tenu son étude presque jusqu'à la fin. Donc, dans les années 1840, il y avait moins d'entrées dans le greffe. Mais ça a été quand même assez soutenu là, jusque très loin, très, très longtemps dans les années 1830. Donc, il a été actif dans la communauté longtemps. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, puisqu'on parle de ça, il y a eu deux mariages. Son premier mariage, c'est avec une Auger. Et c'est une Auger qui était parent, justement, avec Pierre Auger, qui était un patriote notoire à Terrebonne. Donc ça, on a déjà là un lien particulier. Et son deuxième mariage, c'est avec une Robitaille. Là, les Robitailles, ça, à l'époque des rébellions, c'est particulier. Donc, il y a un des cousins de sa femme qui est un des plus vifs agitateurs sur la Côte-Nord, donc le Jean-Jacques Narcisse Robitaille, qui est à Saint-Roch, qui est un proche de Papineau et de Duvernay. Et ce sont des cousins, les Robitaille, des Papineau, des Bruno, sont apparentés avec eux. Donc, Louis-Joseph Papineau, dans ses écrits, là, ben, il appelle à Terrebonne, il parle de mon oncle Ignace. On s'en va rendre visite à mon oncle Ignace à Terrebonne. Ben, mon oncle Ignace, ben, c'est le beau-père de Séguin. Donc, vous comprenez, là, il est dans une position particulière. Donc, c'est sûr que ça devait faire bizarre un peu des fois dans les dîners le dimanche, dans ces années-là, 1836, 37, 38. Puis en 38, il va se passer un événement. Est-ce que là, peut-être que je me trompe pas, c'est en 1840 ou 41. C'est dans ces années-là. Je pense que c'est en 41. Donc, on est encore sur les braises chaudes des rébellions. Je vous rappelle qu'il y a eu des exilés aux Bermudes, il y a eu des pendaisons. Ça a été très dur ce qui s'est passé en 38-39. En 40, il y a Durham qui arrive, qui passe la Grignon. Puis en 41, il y a un mariage qui va se produire
à Terrebonne, et c'est la fille du défunt patriote Pierre Auger qui va se marier. Et elle va se marier avec qui? Elle va se marier avec un Archambault de Saint-Roch, dont le père est un patriote notoire aussi. Mais Pierre Auger est décédé en 1840. Donc, mademoiselle, en fait, Auger va choisir son oncle Séguin pour agir comme père de la mariée. Donc, c'est un petit peu singulier. Donc, on a deux figures patriotes, leurs deux enfants se marient à Terrebonne, dans un fief un peu loyal à cause qu'il y a une bourgeoisie britannique bien établie. Puis, au lieu de choisir un autre mononcle ou un frère ou un cousin, on prend M. Séguin pour agir comme père de la mariée de substitution. C'est particulier. Comme je vous dis, moi le Séguin patriote, évidemment, j'y crois pas. Vous allez lire le journal, vous allez comprendre que ça ne fonctionne pas. Mais on comprend que c'est un personnage complexe. Puis on comprend que des fois aussi, le loyalisme, puis le patriotisme, le républicanisme, là, à part les grands personnages qui sont sur la tribune, là, il y avait des déclins de gris là-dedans. Il y avait des situations quelquefois très inconfortables dans les familles. Ironie du sort, c'est le notaire Jean-Baptiste Léandre Prévost qui a fait son cléricat avec Séguin, qui était aussi un des leaders de la rébellion de 37 et de 38, qui s'est exilé aux États-Unis, qui va prendre la relève de Séguin et qui va consigner tous les actes de la fin de sa vie et qui va procéder aussi à l'enregistrement de toutes les concessions qui seront faites par Mackenzie Roderick et dans le nord de la Seigneurie, toute la région de New Glasgow, Sainte-Sophie, à l'époque New Paisley. Alors, même au plan professionnel, il n'a pas pu éviter de travailler avec des patriotes notoires. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, il n'y a aucune mention dans le journal de Séguin relativement à Jean-Baptiste Léon Prévost. Alors, il n'en a fait aucune remarque, aucun commentaire. Et c'était pourtant un proche. Ils étaient voisins, tout comme Toussaint Limoges était voisin dans le bas du village. En passant, une petite curiosité pour la petite histoire, parce que là, on a passé rapidement là-dessus tout à l'heure, mais vous vous demandez peut-être, justement, étant donné qu'il y avait des histoires qui relevaient de l'étude, qui n'auraient pas dû sortir, comment ça se fait que le journal a fini par aboutir en quelque part, finalement? Parce qu'il aurait pu dire dans ses dernières volontés, brûlez-moi ça, ou il a quand même fait un testament, que sur les derniers jours de sa vie, il aurait pu brûler ces documents-là. Puis d'ailleurs, le journal, c'est pas clair. Hein? Est-ce qu'il manque une portion du journal? Ça, c'est pas très clair. Parce que le journal s'arrête en 1834 d'une façon assez abrupte. Donc, on n'a pas de preuve hors de tout doute qu'il n'y avait pas une autre section un peu plus crunchy, si vous me permettez l'expression, qui aurait couvert la période 35 à 38-39. Ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'il y avait quelques histoires un peu croustillantes là-dedans, que certaines personnes n'auraient pas voulu qu'ils soient ébruitées, disons. Et le journal va aboutir entre les mains de sa deuxième femme, Madame Robitaille, Geneviève Luce Robitaille. Et ce qui est amusant, c'est que, là, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais je vous évoque ça rapidement, c'est qu'il y avait une entrée dans ses notes de ces années-là qui concernait sa deuxième femme avant qu'il soit avec elle. Donc, il pouvait voir en quelque sorte elle pouvait lire qu'est-ce que son mari pensait d'elle avant qu'ils soient ensemble. Bon, ça ne la mettait pas en cause directement, mais si on lisait au premier degré, elle pouvait passer pour une profiteuse de la façon que c'était formulé. Parce que c'est une femme, Geneviève Robitaille, qui avait fait quelques mariages heureux, on va dire ça comme ça, des mariages favorables. Il y avait des généreuses rentes à la clé avec ses deux précédents mariages avant d'arriver avec Séguin, qui lui aussi n'était pas du tout un mauvais parti parce que, en bon notaire très structuré, ses affaires roulaient sur l'or. Il était assis sur un petit pactole. Donc, il va émettre un commentaire lorsqu'elle tombe veuve la deuxième fois.
il y a un commentaire dans son journal pour dire que, bon, il n'y avait pas de problème parce que de toute façon, c'est une madame qui vivait de rente. T'sais. Fait que, un petit peu tendancieux, elle a dû prendre ça avec un clin d'œil. Elle a gardé le journal, en tout cas, elle aurait pu le donner et dire que c'est ça, cette affaire-là. Elle a conservé le journal et elle l'a remis. Ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il se trouvait que cette Geneviève Robitaille-là, dans sa parenté, dans ses nièces qu'elle avait élevées, il y en a une qui va épouser un certain Alfred Garneau. Donc, Alfred Garneau, c'est le fils, ni plus ni moins, du fameux historien François-Xavier Garneau, à qui on doit l'histoire du Canada de 1845. Ben, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce qu'Alfred Garneau, ben, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, en tout cas, à tout le moins pour une certaine portion, c'est qu'il va travailler au gouvernement fédéral et un de ses copains, c'était l'archiviste Douglas Bremner, qui était un des premiers archivistes à la Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Et quand on démarre un fonds d'archives, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle à nos amis littéraires ou qui ont une certaine culture historienne, on leur dit hey, tu n'aurais pas des vieux manuscrits, des trucs qui traînent dans le fond des tiroirs. Si jamais tu trouves quelque chose, envoie-moi ça. Donc, j'ai l'impression que Alfred Garneau, avait à un moment donné un peu vu ça d'un papier de sa matante, puis il a dit ma tante, vous faites quoi avec ça? C'est bien important. Si ça vous tente, je peux aller le porter aux archives. Donc, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais elle l'a remis à Garneau et c'est Alfred Garneau, qui va le remettre aux Archives nationales du Canada. Donc, le chemin des documents qui nous tombent entre les mains, souvent, il est assez tortueux. On n'aurait pu jamais rien savoir de tout ça, puis le journal était peut-être beaucoup plus volumineux, mais le peu qui est parvenu jusqu'à nous, ce 100 pages-là, est tout à fait savoureux et intéressant. Ça a été passionnant de faire ça. Pour faire, s'il n'y a pas d'autres questions, pour faire du pouce sur la question de Luce Robitaille, qui est la veuve survivante du notaire Séguin, dans la correspondance de Geneviève Sophie Raymond, veuve Masson, la dernière seigneuresse de Terrebonne, dans une de ses lettres, elle fait mention qu'elle a reçu des invitations pour une soirée qui était donnée par la veuve Séguin. Et il y a fort à parier que la veuve Séguin était Luce Robitaille, qui tenait salon et qui recevait des gens de l'élite de Terrebonne dans les années 1850, 1860. Je n'ai pas vérifié l'âge qu'elle avait au moment du décès de Séguin, mais elle était probablement plus jeune, passablement plus jeune que lui. Et elle aurait survécu assez longtemps pour faire sa place dans la vie sociale de Terrebonne. Oui, puis les deux, c'est assez particulier quand même, parce que les deux, à la fois, Robitaille, Geneviève Luce et Séguin, les deux n'ont pas eu d'enfants. Séguin, comme je le mentionnais tout à l'heure, avait des bonnes affaires, puis Geneviève Luce avait 2 rentes, mais en plus, elle a hérité de son père, Ignace Robitaille, un riche marchand de Terrebonne. Donc, les deux, il faut souligner ça aussi, à la fois Séguin et Robitaille vont donner aux suivants. Donc, ils vont quand même redistribuer une partie de leur richesse dans les neveux, nièces, les amis. Donc, ils vont faire profiter leurs plus proches de ce pactole-là là, qu'ils ont accumulé au fil des années. C'est un couple assez curieux quand même. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me fait plaisir de vous avoir, de savoir que vous avez répondu en si grand nombre à l'invitation pour entendre parler d'un illustre inconnu. Et ça nous a fait plaisir de le rendre un peu plus reconnaissable et vous donner le goût de lire le travail de Jean-René, même si ça a été sur une longue période, ça a été un résultat fort impressionnant et fort intéressant. Je tenais à vous remercier tous aussi pour être là. Puis je remercie un merci particulier à la Société d'histoire de Terrebonne qui a été généreuse d'abord pour aussi le prêt de photos. Premièrement, merci de m'avoir prêté Claude parce que j'ai des soucis de vue. Merci pour m'avoir permis de faire photographie pour les pages. Merci pour avoir organisé l'événement d'aujourd'hui. C'est vraiment super. Si jamais il y a qui que ce soit qui a envie d'en apprendre davantage sur le personnage, sur Terrebonne, sur d'autres facettes du journal, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse institutionnelle.
par lien du note.ucor.ca. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Toujours un plaisir d'échanger sur du Bas-Canada. Merci beaucoup, Jean-René. Puis Merci je vous beaucoup. rappelle que vous avez déjà reçu par courriel infolettre, un lien pour un sondage et un lien pour acheter le livre. Alors, ne vous gênez pas de répondre au sondage. Vos commentaires nous permettent de nous améliorer et de rendre un meilleur service à nos membres et aussi à la population qui s'intéresse à nos activités. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bon. Merci.